Étrange et dramatique coïncidence. Le 21 janvier 2009, à 6000 km de distance, deux journalistes franco-congolais ont vu leur maison ravagée par un incendie. Deux journalistes qui, autre coïncidence, ne craignaient pas de critiquer avec virulence le président de leur pays d'origine, Denis Sassou Nguesso, lui reprochant son autoritarisme, son népotisme, mais surtout le fait de s'être fabuleusement enrichi au détriment du peuple congolais. Une information qui, il faut bien le dire, n'a guère été relayée par les médias français. Pourtant, le premier journaliste demeurant à Brazzaville et dont la compagne et les deux enfants ont péri dans l'incendie possédait aussi la nationalité française. Et il est mort assez mystérieusement une dizaine de jours plus tard, alors qu'il n'était pas grièvement brûlé. Quant au deuxième journaliste, également professeur dans un collège français, il habitait Orléans. Autant dire que cette double information, outre la coïncidence de ces deux incendies qui ont éclaté le même jour et à peu près à la même heure, aurait pu éveiller la curiosité de la presse. Mais il faut bien avouer que tout ce qui touche la France-Afrique, car c'est bien de cela qu'il s'agit, demeure toujours un domaine sensible. La récente affaire des biens mal acquis par 3 présidents africains l'illustre de façon spectaculaire. Et justement, ce dernier développement n'est pas absent du dossier qu'ouvre aujourd'hui M. X. Mbongeye, mbongeye, mbongeye kabunu china yo mbongeye. Mbongeye, mbongeye, mbongeye kabunu china yo mbongeye.
s'appelait Bruno Jacquet Osebi. Il est mort 10 jours après l'incendie de sa maison. Et l'autre se nomme Benjamin Tungamani. Et celui-là, bien heureusement, est toujours vivant. Mais il s'en est fallu de peu pour qu'il périsse dans le sinistre de sa demeure. Alors, voyons peut-être d'abord les faits. Volontiers. Et après, je vous dirai plus précisément en quoi ces deux hommes étaient devenus extrêmement gênants pour le pouvoir congolais. Osebi, d'abord. Ce 21 janvier... 2009, hein. Oui, il regarde tranquillement la télévision. À Brazzaville. Oui, il habitait une belle maison du quartier résidentiel de la capitale congolaise, là où vit l'élite. Soudain, il a entendu un bruit assez fort dans la pièce voisine. Il a ouvert la porte et des flammes ont aussitôt jailli. Il a été brûlé, donc. Assez gravement, oui. Mais en rampant, il a réussi à sortir de sa maison. Puis quand il a repris ses esprits, il est revenu pour venir en aide à sa compagne et à ses 2 enfants qui devaient être restés à l'intérieur. Mais il n'a rien pu faire. Ouais, et tous les 3 sont morts. En effet, Osebi, lui, a été hospitalisé et d'après les amis qui lui ont rendu visite, il a commencé à se rétablir. Il n'était, si j'ose dire, brûlé qu'à 30%. Mais son état demandait quand même des soins très spécialisés. Cependant, la veille du jour où il devait être évacué vers un hôpital français, il est mort subitement. La cause ? Selon un médecin, il aurait été victime d'une subite dépression respiratoire, suivie d'un arrêt cardiaque. Toutefois, on ne saura jamais vraiment ce qu'il s'est passé puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie. Et pendant les 10 jours là où il a survécu, a-t-il pu donner des explications sur l'origine du feu ? Non, et c'est seulement après sa mort qu'on a évoqué un possible court-circuit. Mais là encore, on ne pourra jamais connaître la vérité car la maison a été ensuite prestement rasée. Prestement, vous dites. Oui, il était donc ensuite impossible de déterminer la cause de l'incendie. Et franchement, je doute que le juge congolais qui a été saisi de l'affaire puisse un jour faire la lumière sur ce dossier. Alors venons-en au deuxième sinistre qui s'est donc déclaré le même jour et presque à la même heure. Mais en France. Près d'Orléans, oui. Benjamin Tungamani dormait au premier étage de sa maison quand il a senti une odeur de brûlé. Et lorsqu'il est sorti de sa chambre, il a constaté que le rez-de-chaussée était envahi par une épaisse fumée. Mais il a pu sortir, quand même. Et il s'en est tiré assez miraculeusement. Ouais. Et la cause de l'incendie, alors ? Encore un court-circuit. Dans une machine à laver, selon l'expert de la compagnie d'assurance. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Alors il ne s'agirait donc pas d'un incendie criminel ? Apparemment pas. Et la police n'a pas jugé bon d'ouvrir une enquête. Pourtant, peu de temps auparavant, Tungamani a reçu des menaces de mort. À plusieurs reprises, et toujours par téléphone. Il avait même déposé une plainte contre X au commissariat. C'est troublant, et là, ces menaces étaient explicites ? Parfaitement. Dans ses brèves communications, on lui demandait de se mêler de ses affaires et de s'abstenir de se joindre à l'action en justice initiée par l'ONG Transparence Internationale et un citoyen gabonais contre 3 présidents africains. Ouais, dont Bongo et Sassou Nguesso. Hein. Ouais, c'est la fameuse affaire des biens mal acquis. Mais ça, j'y reviendrai. En tout cas, ces menaces téléphoniques étaient si précises et inquiétantes que l'épouse de Tungamani, Béatrice, membre d'une association contre la corruption et l'impunité, avait retiré son nom de la liste des plaignants qui entendaient se porter partie civile contre les présidents africains. Elle a eu peur ? Il me semble, oui. Alors maintenant, quelques détails sur ces 2 hommes. D'abord, Tungamani. Cet opposant déterminé a choisi l'exil en France où il a trouvé à s'employer comme professeur. C'est un militant. Hein. C'est même le porte-parole de cette association dont son épouse fait aussi partie. Donc quelqu'un de très engagé. Et qui, à l'évidence, à cause des articles qu'il publiait dans la presse d'opposition, embarrassait le pouvoir congolais. Bruno Osebi était lui aussi un contestataire. Mais ce franco-congolais avait choisi de rester dans son pays. C'était courageux. Oui, parce que le Congo-Brazzaville n'est pas un modèle de démocratie. Mais Osebi, à la fois homme d'affaires et journaliste, avait beaucoup de relations. Et il croyait être à l'abri. Il était, par exemple, parent avec l'ambassadeur congolais à Paris. Donc il n'imaginait pas courir de risques. Et pourtant, dans la publication en ligne à laquelle il collaborait, il tapait très fort. Contre les hommes du pouvoir. 4 jours avant l'incendie de sa maison, il publie, par exemple, un article explosif où il accuse les dirigeants de la Société nationale des pétroles du Congo de malversation. Et il met en cause personnellement le fils du président Sassou Nguesso. Un crime de lèse-majesté. Un véritable coup de pied dans la fourmilière. À Brazzaville, son article, pourtant uniquement diffusé sur Internet, fait d'ailleurs tellement de bruit que l'opération financière qu'il dénonce est immédiatement reportée. Oui. Par conséquent, la voix d'Osebi portait. Et dans son blog, il suivait aussi de très près l'affaire des biens mal acquis,
comme on la nomme désormais. Et avait-il lui aussi reçu des menaces? Non. En tout cas, il n'en a pas parlé à sa famille ou à ses proches. Alors, cette opération financière là, qu'il a contribué à faire échouer, Je vais vous en parler dans un instant car elle est exemplaire et illustre à la perfection toutes les dérives du régime congolais et explique le désastre économique que connaît le pays. alors que le Congo est l'un des principaux producteurs africains de pétrole. Hein. Pour son malheur, oui. Mais parlons d'abord de cette affaire des biens mal acquis qui est une pierre jetée dans le jardin de la France-Afrique et dont le déclenchement n'est bien sûr pas étranger au fait que je viens d'évoquer. Ouais. Des faits criminels, selon vous? Ça me paraît hautement probable. Ces histoires de court-circuit ne m'ont absolument pas convaincu. Ouais, et puis il y a la coïncidence. Hein. Et restons-en là, puisqu'il n'existe pas de preuves. Et d'abord parce qu'on n'a pas voulu en chercher. Alors, les biens mal acquis, tout commence en 2006. Le Comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD, rédige un rapport sur les possessions des potentats africains hors de leur pays. Et l'année suivante, sur la base de ce rapport édifiant, une plainte est alors déposée en France contre 3 présidents, le Congolais Sassou Nguesso, le Gabonais Omar Bongo et le dirigeant de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang. Et c'est une véritable première. Ouais. Et les plaignants, là? Ce sont des associations, Sherpa, Transparence Internationale, Survie et la Fédération des Congolais de la diaspora. Des associations, je m'empresse de le dire, qui sont sérieuses et ont pignon sur rue. La section française de Transparence Internationale est par exemple présidée par Daniel Lebègue, ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations. Et les accusations, alors? Les dirigeants africains sont accusés d'avoir détourné à leur profit des biens publics afin d'accumuler des richesses à l'étranger. En France et pour Obiang aux États-Unis. Et la nature de ces richesses, là, des biens immobiliers essentiellement? Pas seulement, on y trouve aussi beaucoup de voitures de luxe et un nombre invraisemblable de comptes bancaires. Quoi qu'il en soit, il est vrai que la liste de ces biens est impressionnante. Ne nous intéressons qu'à Denis Sassou Nguesso puisque le Congo est au centre de notre entretien. Il lui reprochait à lui et à sa famille de posséder en France 16 biens immobiliers et 13 voitures, dont des Aston Martin, Bugatti et autres Maserati. Oui, les plus chers du marché. Quoi. Quant aux comptes bancaires, rien que pour la famille présidentielle, on en recense 111. Et sans être un spécialiste des questions financières, il paraît évident que Sassou Nguesso n'a pas pu acheter tout cela avec ses sols émoluments de président de la République du Congo. Ouais, d'où l'accusation de détournement. Oui, d'autant que le Congo est l'un des pays parmi les plus pauvres du monde et qu'il est le plus endetté. Une dette de plus de 9 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 fois le budget du Congo. Alors que devient cette plainte-là? Déposée en mars 2007, elle est classée sans suite par le parquet au mois de novembre. Ouais, le parquet placé sous l'autorité du ministère de la Justice, Et qui faut le obéit rappeler. donc aux ordres. Il est donc clair que le gouvernement français ne veut pas créer d'ennui à Bongo et Sassou Nguesso. Pourtant, Nicolas Sarkozy a annoncé que la politique française en Afrique allait changer. Hein. Ce qu'a immédiatement relayé le ministre de la Coopération, l'ancien socialiste Jean-Marie Bockel. Ouais, mais ce dernier va être rapidement viré. Et placardisé au secrétariat d'État aux anciens combattants. Car Bongo, le vétéran de la France-Afrique, a aussitôt demandé à l'Élysée son éviction. Donc cette première plainte est un coup d'épée dans l'eau. Certes, mais ces associations dont je vous ai parlé n'entendent pas en rester là. En septembre 2004, l'hebdomadaire Témoignages chrétiens publie sous la signature d'Henrik Lindell un article sur le Congo intitulé « Pillage à tous les étages ». Et il explique. Pourquoi diable le Congo peut-il susciter un tel intérêt chez les responsables français ? La seule réponse possible réside dans les intérêts stratégiques et économiques que l'Hexagone possède au Congo, pays immensément riche en ressources naturelles. Or, après des décennies de liens très intimes avec l'ex-colonisateur français, le Congo, comme tant d'autres pays du Pré-Carré, tend à commercer de plus en plus avec d'autres pays.
Son pétrole, qui représente environ la moitié de son PIB et finance l'État à 80%, n'est plus promis au major français Total, ex-Elf. Les entreprises françaises y sont en perte de vitesse face à des concurrents américains, chinois, sud-africains et autres. La mondialisation est passée par là. Parallèlement, les États-Unis sont en quête de nouveaux fournisseurs plus stables qu'au Moyen-Orient. L'année dernière, Sassou a été reçu par George W. Bush en personne. Mais la France garde des atouts, notamment ses nombreux programmes de coopération militaire. Avant de voir la suite, je dois dire qu'à la suite de la plainte déposée par les associations, une enquête préliminaire a été diligentée. Et les policiers de la brigade de répression de la délinquance financière ont mis en évidence la réalité des faits. En France, les familles Bongo et Sassou posséderaient à elles deux un patrimoine de 160 millions d'euros. Une bagatelle. En effet. Mais comment le parquet a-t-il pu justifier ce classement sans suite ? Sans contester les conclusions de l'enquête de la police, le parquet a estimé que ces investigations n'avaient pas permis de révéler des infractions. Bref, rien ne prouverait que la possession de ces biens résulterait d'un pillage. Un peu bizarre quand même. Je suis d'accord avec vous. Une deuxième plainte, déposée en juillet 2008, n'obtiendra pas plus de succès que la première. Nouveau classement. Mais William Bourdon, l'avocat de la principale association plaignante, Transparence Internationale, va se saisir d'une modification de la procédure introduite après la malheureuse affaire d'Outreau. Je n'entre pas dans les détails, mais désormais, après un classement du parquet, un citoyen a le droit de saisir directement un juge d'instruction. Un citoyen, pas une association. Oui, c'est important, parce que si le parquet a classé sans suite pour la deuxième fois, c'est aussi qu'il n'a pas reconnu la recevabilité de Transparence Internationale. C'est donc un citoyen gabonais qui va personnellement déposer la troisième plainte auprès de la juge de Sey, doyenne des juges d'instruction. Ce qui, entre parenthèses, vaudra à ce Gabonais d'être aussitôt jeté en prison dans son pays. Oui. Et cette plainte, alors, la troisième, est jugée recevable ? En effet, au début du mois de mai 2009. Et c'est une véritable bombe qui éclate dans le monde feutré de la France-Afrique. Vous le savez, le parquet vole à nouveau au secours des présidents africains et fait appel. Autant dire qu'on n'est pas prêt de faire la lumière sur cette affaire des biens mal acquis. Cependant, au-delà de la réalité de ces possessions que personne ne met en doute, il faut d'abord comprendre comment de telles évasions fiscales ont pu être possibles. Oui, le mécanisme, quoi. Oui, un mécanisme qui a été en particulier dénoncé par un homme comme Bruno Sebi. Oui, qui en est vraisemblablement mort. Alors pardonnez-moi, mais ici je dois faire un retour en arrière sur l'histoire récente du Congo. Au cours de la décennie 80, le Congo est durement touché par la deuxième crise pétrolière. Oui, la chute des cours. Et donc une baisse considérable des revenus du pétrole. Pour l'État congolais, c'est catastrophique. En 1987, la dette atteint déjà plus de 4 milliards de dollars. Le pays est quasiment en cessation de paiement. Mais depuis quelques années déjà, le gouvernement congolais, à l'instigation de la compagnie Elf et de quelques banques françaises, a imaginé un système pour parer au plus pressé et boucher les trous. Ça s'appelle le préfinancement. Oui, ça, il faut m'expliquer, là. Elf accepte de prêter au Congo en gageant les futures productions de pétrole. Et disons-le tout de suite, c'est tout bénéfice pour la compagnie, parce qu'elle est certaine d'être remboursée puisqu'elle extrait le pétrole et elle le vend. Ouais, en versant quand même une part des recettes à l'État congolais. Une misère. À l'époque, tout juste 17%. Mais l'autre avantage que Elf peut en retirer est encore plus considérable. Ces préfinancements lui permettent de s'assurer une véritable mainmise sur le pays. Et là, à tout seigneur, tout honneur, il faut attribuer l'invention de ce système à un Français, Claude Sigolet, le patron de la banque de la compagnie pétrolière, la FIBA. Cet expert en montage financier, qui continue à travailler en Afrique pour son propre compte, est aussi l'un des seuls dirigeants d'Elf à être passé entre les gouttes lors du scandale qui éclatera au début des années 90. Ouais, l'affaire Elf. Oui, qui entraînera la mise en examen et la condamnation par la justice des principaux dirigeants du groupe. Mais là où je voulais en venir, c'est que ce système très sophistiqué permet aussi de rétribuer discrètement le clan au pouvoir. En fait, il s'agit d'une fusée à plusieurs étages. Et à chaque fois, de l'argent s'échappe vers les caisses des dirigeants africains. Ouais. Soyez un peu plus clair, là. Bon, le premier étage,
c'est celui des frais de pré-reconnaissance. Un bonus qu'il faut payer pour obtenir un permis d'exploitation et de production. Ouais, donc avant même toute extraction du pétrole. Hein. Oui, il s'agit, au moins en théorie, de départager les compagnies qui sont en concurrence pour l'exploitation d'un champ pétrolifère. Un bloc, comme disent les spécialistes. Et il peut y avoir surenchère. Et distribution de pots de vin, oui. Le second étage, c'est ce qu'on appelle les abonnements. Ce sont des commissions prélevées sur chaque baril produit. Commissions qui alimentent directement les comptes offshore des dirigeants africains. Quant au troisième étage, je viens de vous en parler, c'est le préfinancement. Un système pervers sans risque pour le pétrolier, mais qui étrangle peu à peu le pays producteur sous le poids d'une dette qui ne cesse d'augmenter, mais qui permet aux dirigeants de disposer immédiatement de masses d'argent pour boucler leur fin de mois ou payer les fonctionnaires lorsque la grogne monte un peu trop. Au fond, c'est comme une hypothèque, non ? Exactement. Les présidents africains, car bien sûr le préfinancement n'a pas été seulement utilisé au Congo, peuvent donc vivre à crédit en hypothéquant leur future production de pétrole. Autre aspect vicieux du système, ces prêts hypothécaires sont consentis par des organismes privés. Donc ils ne peuvent pas être effacés d'un trait de plume comme ça arrive souvent lorsqu'il s'agit d'argent public. Ouais, ce que la France a souvent pratiqué avec ses anciennes colonies. Et ça n'est pas aussi coûteux qu'il y paraît, car l'effacement des dettes permet de relancer la machine économique et donc les transactions commerciales qui sont généralement très favorables à l'ancien colonisateur. Ça, c'est un autre sujet. Alors, revenons au Congo, où les années 90 vont être particulièrement dramatiques. Et pourtant, la décennie commençait plutôt bien. Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979, annonce l'instauration du multipartisme. Parce qu'il faut rappeler que le pays vivait jusque-là sous la férule d'un parti unique. Et d'obédience marxiste-léniniste, le Parti congolais du travail. Ouais. Sassou Nguesso était donc un dirigeant marxiste. Et vous avez raison d'employer l'imparfait. Mais au début de ces décennies 90, le monde bouge. Ah oui, le mur de Berlin est tombé. Sassou Nguesso abandonne donc le marxisme. Il faut aussi dire qu'à Paris, le gouvernement français pousse tous les dirigeants africains à faire des efforts en matière de démocratie. Ouais, ce sera le fameux discours de François Mitterrand à la Baule. Exactement. En tout cas, le président congolais se sent obligé de lâcher du lest. Et il convoque une grande conférence nationale qui réunit une soixantaine de partis et presque autant de représentants des différentes ethnies du pays. Et là, on assiste à quelque chose d'impensable. Sassou Nguesso, accusé d'avoir accumulé plusieurs milliards de dollars placés à l'étranger, vient faire publiquement son mea culpa. Ouais. Et rembourse-t-il pour autant ? Il faut tout de même pas exagérer, M. Penaud. Mais ce qui suit est très curieux. Cette conférence nationale s'autoproclame souveraine. Et elle prend le pouvoir ? Presque, oui. Le président voit la plupart de ses prérogatives rognées et un gouvernement de transition est chargé de préparer des élections pour l'été 92. Le vrai vainqueur de cet épisode s'appelle Bernard Kolélas. Oui, c'est le futur maire de Brazzaville. C'est ça, oui. Ouais. Détail important, Kolélas est un Lari. Il appartient donc à une ethnie originaire du Poul, c'est-à-dire la région de Brazzaville, alors que depuis 1969, le pouvoir a toujours été exercé par les nordistes. Ouais. Et la question ethnique est très importante au Congo-Brazzaville. Mais elle a toujours conditionné les conflits du passé et ceux qui vont bientôt éclater. Ouais. Comment Sassou Nguesso réagit devant cet effacement qui lui est imposé ? Mal, très mal. Il se livre même à une tentative de putsch en janvier 1992, vraisemblablement soutenue par Elf, mais une tentative qui se traduit par un échec. Et il n'arrive donc pas à enrayer le processus démocratique qui a été mis en place. Cependant, il garde des munitions sous le coude, et il est bien décidé à revenir un jour au pouvoir, quitte à infliger de terribles drames à son pays. Quant à Elf, la véritable pièce maîtresse du jeu politique congolais, elle n'entend pas se résigner à voir ses intérêts spoliés par les futurs dirigeants d'un Congo démocratique.
Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Xavier Harel, auteur de l'ouvrage Afrique, pillage à huis clos, a décortiqué avec une grande précision le système ELF, et en particulier cette pratique des bonus qui permettait d'arroser les dirigeants africains. Extrait. Les sommes en jeu à l'échelle de la compagnie pétrolière étaient considérables. 1,5 milliard de francs en 1991, 1,2 milliard en 1992 et 930 millions en 1993. Ces bonus pouvaient également rémunérer des services rendus. Le président gabonais Omar Bongo, pilier de la France-Afrique, a ainsi bénéficié de sommes confortables pour avoir présenté ELF à plusieurs présidents du Nigeria, premier producteur de pétrole du continent avec 2,6 millions de barils par jour, ou encore faciliter les démarches de la compagnie au Tchad. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, aurait pour sa part été rémunéré pour son intervention auprès du président angolais. L'excellent livre de Xavier Harel a été publié par Fayard en 2006. Lors de l'élection présidentielle de 1992, Colélas, l'homme fort de la conférence nationale, est battu par Pascal Lissouba. Ouais, Lissouba, c'est un généticien de réputation internationale. Et un opposant de toujours. Mais il doit sa victoire à Sassou Nguesso qui l'a soutenu. C'est le mariage de la carpe et du lapin, À ça. peu près, oui, car les deux hommes ont peu de choses en commun. Mais ça a permis à Sassou de rentrer dans le jeu, quand même. Très provisoirement, car Lissouba, nouveau président de la République, n'est nullement décidé à s'encombrer de Sassou. Et il ne respecte pas les promesses qu'il lui avait faites. Bref, il ne veut pas de lui au gouvernement. Et c'est le début d'un terrible enchaînement qui va conduire peu à peu à une guerre civile sans merci entre les trois clans dominants. Le clan Colélas, celui de Sassou Nguesso et celui de Lissouba. Chacun disposant d'une force armée et s'appuyant sur son ethnie d'origine. Alors le centre pour Colélas, le sud pour Lissouba, hein, et le nord pour Sassou Nguesso. Ouais, enfin, je vous passe les rebondissements, les tractations, mais cette première guerre civile qui se termine en 1995 a déjà fait des milliers de morts et de déplacés. Alors le conflit se termine provisoirement, il y a un accord de paix entre les différentes factions. Oui, mais enfin, c'est une paix armée, car rien n'a été réglé et 100 000 miliciens désœuvrés et armés traînent maintenant dans le pays. Ça, c'est dangereux. Hein. D'autant que l'état désastreux des finances publiques ne permet pas de les incorporer dans l'armée. Une armée d'ailleurs touchée par les restrictions budgétaires et qui se mutine. Donc, inévitablement, la guerre civile va recommencer. Car aucun des trois rivaux ne veut céder et cherche par tous les moyens à se procurer des armes pour sa milice. Les Kokoï de Lissouba, les Ninjas de Colélas et les Cobras de Sassou. Et la position de la compagnie ELF, hein, Elf, qui deviendra bientôt Total, privilégie d'abord le clan au pouvoir, celui qui détient en principe la légitimité. c'est Lissouba en l'occurrence. Naturellement, ce qui ne veut pas dire que ponctuellement, elle ne donne pas un petit coup de main discret à ses adversaires. Il ne faut pas injurier l'avenir. Hein. N'est-ce pas? Alors avec les Lissouba, c'est le système de préfinancement qui se poursuit, et dans des proportions encore jamais vues. Et lorsque la compagnie française refuse de s'engager plus avant, Lissouba exerce un vrai chantage en sollicitant des compagnies nord-américaines. Le résultat, c'est que la dette du Congo n'en finit pas de se creuser. Le pays vit maintenant au jour le jour.
Et la production pétrolière est gagée sur plusieurs années. Aux abois, le président congolais vend même les bijoux de famille. C'est-à-dire? Il rétrocède à Elf les parts de l'État congolais dans une filiale, Elf Congo. Et comme il a un besoin immédiat de cash, ses actions sont bradées, plusieurs fois au-dessous de leur valeur réelle. Ouais. Et là, ça veut dire que la compagnie française empoche une nouvelle fois le pactole. Naturellement. Et quand la guerre reprend, là? Elf est obligé de faire le grand écart. Car si Lissouba détient encore les rênes du pouvoir, Sassou Nguesso renforce ses troupes et surtout s'allie à l'Angolais Dos Santos qui promet de lui venir en aide militairement. D'autre part, et ça joue forcément un grand rôle dans le dilemme de la compagnie pétrolière, Paris a une nette préférence pour Sassou qui a toujours entretenu d'excellents rapports avec Jacques Chirac. Ah, et ça fait réfléchir les dirigeants d'Elf. Bien entendu. Mais si j'ai bien compris, alors il leur faut donc avoir deux fers au feu. Et ménager les uns et les autres tout en intervenant activement. Et tant et si bien que certains dirigeants de la compagnie pétrolière se sont mués en marchands d'armes pour aider leur champion, le président élu. Pascal Lissouba. Oui, enfin là je n'invente rien. Le patron de l'époque, Loïc Le Floch-Prigent, en a fait l'aveu devant un juge d'instruction. Et Lissouba lui-même, après son éviction du pouvoir, a reconnu le fait devant ce même juge d'instruction, Renaud Van Ruybeck. Ouais. Et j'imagine que son adversaire, Sassou Nguesso, n'a guère dû apprécier. Et il en a longtemps voulu à Elf, oui. Parce que c'était l'argent du pétrole qui permettait à Lissouba d'acheter des armes et des hélicoptères. Mais de son côté, Sassou recevait aussi de l'aide française. Ah bon? Elf encore? Non, le gouvernement. Paris a prêté ses avions militaires pour le transport de volontaires tchadiens ou d'unités angolaises. Puis il y a eu aussi ces avions chargés de fret qui décollaient du Bourget et ravitaillaient les ministres de Sassou. Et c'était ensuite les bateaux navettes d'Elf qui prenaient le relais. Ouais. Par conséquent, la brouille de Sassou Nguesso avec Elf n'a pas dû durer très longtemps. Non, et dès que le Congolais triomphe de son adversaire, en 1997, il renoue avec Elf et ses banquiers. Mais vous le savez, il y aura encore une troisième guerre civile en 1999, encore plus meurtrière et destructrice que les deux autres. Mais Sassou restera au pouvoir. Et le pouvoir congolais aura-t-il toujours recours au même système de préfinancement? Bien entendu. Et Sassou place son neveu à la tête de la toute nouvelle SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo. En principe, cette nouvelle entité doit mettre le pays à l'abri des comportements prédateurs des compagnies pétrolières étrangères et même mettre un terme à l'omniprésence d'Elf. Mais en réalité, il n'en sera rien. Grâce à toute une série de sociétés écrans et à la complicité des grandes banques françaises, BNP, Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole, on assiste à un véritable siphonnage des revenus pétroliers du Congo. Et comment est-ce possible? Très simple. La SNPC accepte d'abord de payer des taux d'intérêt exorbitants sur le préfinancement de ces cargaisons de pétrole. Des annualités qui, tenez-vous bien, peuvent atteindre 170%. Deuxième pratique mise en œuvre. Le pétrole est vendu aux sociétés écrans bien en dessous de son cours mondial. Ouais, ces sociétés revendent et encaissent, quoi. Et une partie du cash produit revient à qui, vous savez. Mais, bref, le pillage continue. Et l'endettement atteint des sommets. Mais les créanciers deviennent de plus en plus agressifs. Alors, il y aurait bien une solution. Faire appel au FMI, le Fonds monétaire international. Pour résorber la dette. Mais le grand argentier international demande des comptes et des garanties. Il exige en particulier qu'il soit mis fin au système de préfinancement. Et s'il accepte de consentir des prêts dans le cadre du programme pour les pays pauvres et très endettés, il veut aussi être certain que l'argent serve réellement à lutter contre le sous-développement. Autant d'exigences quasiment inacceptables pour le pouvoir congolais. Oui, mais justement, à Brazzaville, est-on en état d'imposer des conditions? Pas vraiment. Et finalement, le Congo doit ouvrir ses livres de comptes et promettre de renoncer aux méthodes passées. Il y a le préfinancement du pétrole, toujours. Oui. Ouais. Et le FMI consent à faire entrer le Congo dans ce programme pour les pays pauvres endettés. Mais ça ne règle pas tout. Car les créanciers privés réclament toujours à corps et à cri le remboursement des prêts et menacent d'intenter des procès. Et ça va avoir des effets très curieux et même paradoxaux. Ah, ce qui signifie? Les dettes sont rachetées à des prix très intéressants par des fonds spéculatifs. Ces organismes qu'on appelle aussi les fonds vautours. Parmi eux, on trouve par exemple Kensington, une entité nord-américaine dont les dirigeants sont proches des néoconservateurs de Washington. L'entourage de Bush, donc. Et ces gens-là ne font pas de sentiments. Ils sont prêts à tout pour obtenir leur dû. Et si je vous ai parlé de paradoxe,
c'est que ces fonds vautours vont donner l'impression d'être vertueux. Ah bon, pourquoi? Parce que pour obtenir satisfaction, ils vont dénoncer Sassou Nguesso et les siens, en rendant publiques toutes les combines utilisées pour siphonner l'argent du pétrole. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Et c'est très efficace. Car Kensington, par exemple, saisit la justice et attaque la Société nationale des pétroles du Congo, accusée de détourner les revenus pétroliers au lieu de rembourser ses créanciers légitimes. Oui, en créant donc artificiellement une situation d'insolvabilité. Tout à fait. Et ce fonds spéculatif qualifie la méthode congolaise de conspiration. Un argument qui lui permet, selon la législation états-unienne, de porter plainte. Ouais, une plainte recevable. Oui, ainsi en a décidé un juge de New York. Et l'affaire est loin d'être terminée et risque de coûter très cher à l'État congolais. Et peut-être même à certaines banques françaises qui ont encouragé et même initié ces méthodes de détournement. D'autant que, malgré les promesses du pouvoir congolais au FMI, le recours au préfinancement continue. Et c'est sans doute pourquoi Bruno Osebi est mort. Parce que lui aussi a dénoncé publiquement ce scandale. Dans son dernier article, publié sur Internet le 17 janvier 2009, Osebi révèle que, afin de remplir les caisses désespérément vides de l'État congolais, la Société des pétroles a demandé un préfinancement de 100 millions de dollars à la banque BNP Paribas. Autant vous dire que l'information a fait du bruit. Et finalement, l'opération a été annulée. Mais manifestement, on n'a pas pardonné à Bruno Osebi d'avoir enfreint la loi du silence sur les magouilles pétrolières du clan au pouvoir. Pour terminer, je voudrais vous lire un court extrait du dernier article de Bruno Osebi, écrit 4 jours avant l'incendie de sa maison. Je cite sa conclusion. Par la voix de Monsieur le ministre des Finances, le Congo ne s'était-il pas engagé auprès du FMI de ne plus procéder à des préfinancements gagés sur le pétrole, histoire de mettre un terme à l'accroissement vertigineux d'une dette dont on veut précisément obtenir l'annulation ? Mais on avait peut-être mal compris. 15 jours après avoir bouclé cet article, Osebi était mort. Un livre pour éclairer l'histoire de la France-Afrique, il vient de paraître, ça s'appelle « Les guerriers de la République, forces spéciales et services secrets français » et c'est paru chez Choiseul. Samedi prochain, nous commençons une série de rediffusions de Rendez-vous avec X. Bonnes vacances à tous et pour la plage ou ailleurs, je vous recommande 2 livres, un grand roman d'abord, L'Hirondelle avant l'orage, où Robert Little, l'auteur de La Compagnie, conte le destin tragique du poète russe Mandelstam et brosse un portrait bouleversant de cruauté de Staline, un livre paru chez Baker Street. Et puis, bourré d'anecdotes et d'histoires plus curieuses les unes que les autres, L'aventure spatiale pour les nuls de Michel Polacco. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez communiquer avec nous, et même pendant l'été. Et merci à tous ceux qui ont préparé ces programmes pendant l'année. Valérie Ayestara, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Ilinka Negulesco et Monsieur Djoub.